Je me souviens encore parfaitement de ce matin de janvier où mon téléphone a sonné bien trop tôt. Le nom de mes beaux-parents s'est affiché sur l'écran, ce qui était inhabituel à cette heure-ci. En tant qu'infirmière, j'ai immédiatement pensé au pire. Allô, Marie ? C'est urgent. La voix de ma belle-mère tremblait légèrement. Nous avons besoin de ton aide. Je me suis redressée dans mon lit, déjà en mode professionnel. Que se passe-t-il ? Tout va bien ? Nous avons gagné un voyage, a-t-elle annoncé, me prenant complètement au dépourvu. 2 semaines en Grèce. Un voyage que nous avions joué dans un concours l'année dernière. Mais Sarah. Ah, Sarah. Ma belle-sœur de 28 ans. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, malgré le fait que je sois mariée à son frère depuis 5 ans. Nos interactions se limitaient aux réunions familiales obligatoires. Comment va-t-elle ? Ai-je demandé poliment, sachant qu'elle se remettait encore de son accident de voiture. C'est justement le problème, a soupiré ma belle-mère. Elle est encore alitée, tu le sais. Les médecins disent qu'il lui faut encore plusieurs semaines de repos. Nous ne pouvons pas la laisser seule, mais le voyage, c'est maintenant ou jamais. Le délai expire dans 3 jours. J'ai commencé à voir où elle voulait en venir. Et vous voudriez que... Tu es infirmière, m'a-t-elle coupé avec enthousiasme. Tu habites à moins de 10 minutes de chez nous. Tu es la personne idéale. Je me suis pincé l'arête du nez, sentant venir le mal de tête. Je travaille, vous savez. Tu fais des horaires flexibles à l'hôpital, non ? Et puis, c'est ta belle-sœur. 1 heure plus tard, je me retrouvais dans leur salon, assise devant un café que je n'avais pas demandé, pendant que mes beaux-parents déployaient tout leur arsenal de persuasion. Ce serait tellement gentil de ta part, insistait mon beau-père. Nous paierons évidemment tous les frais. Et puis, ça vous permettrait de vous rapprocher, ajoutait ma belle-mère avec espoir. Sarah, depuis sa chambre à l'étage, n'avait pas son mot à dire. Je me demandais d'ailleurs si elle était même au courant de ce plan. Je devrais en parler à Thomas, ai-je tenté, pensant à mon mari. Nous l'avons déjà appelé, a répondu triomphalement mon beau-père. Il est d'accord. Bien sûr qu'il l'était. Thomas avait toujours eu du mal à dire non à ses parents. Après 2 heures de ce qui ressemblait plus à un interrogatoire qu'à une conversation, j'ai fini par céder. Comment aurais-je pu refuser ? Ils avaient réponse à tout, mon emploi du temps flexible, la proximité géographique, mes compétences d'infirmière. D'accord, ai-je soupiré. Je m'occuperai de Sarah pendant votre voyage. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Mes beaux-parents m'ont donné une liste interminable d'instructions, les médicaments de Sarah, ses horaires de kinésithérapie, ses habitudes alimentaires, les numéros d'urgence. Elle aime prendre son petit déjeuner à 8 heures précises, m'expliquait ma belle-mère pour la énième fois, la veille de leur départ. Et n'oublie pas de... Je suis infirmière depuis 7 ans, ai-je doucement rappelé. Je pense pouvoir gérer. Elle a hoché la tête, pas vraiment convaincue. Bien sûr, bien sûr. Mais Sarah est spéciale. Je n'ai pas relevé. Sarah avait toujours été la petite princesse de la famille, même à 28 ans. Le jour de leur départ est arrivé plus vite que prévu. Alors que je les regardais charger leurs valises dans le taxi, une étrange appréhension m'a envahi. 2 semaines à m'occuper de Sarah. 2 semaines dans cette grande maison avec une belle-sœur que je connaissais à peine. Prenez soin d'elle, a murmuré ma belle-mère en m'étreignant une dernière fois. Tout ira bien, ai-je répondu, autant pour la rassurer que pour me convaincre moi-même. Le taxi s'est éloigné, et je suis restée seule dans l'allée, les clés de la maison dans une main et le classeur contenant toutes les instructions dans l'autre. J'ai respiré profondément avant de me diriger vers la porte d'entrée. Ces 2 semaines allaient être longues, très longues. En montant l'escalier pour aller voir Sarah, je ne pouvais pas imaginer à quel point cette situation allait changer nos vies à toutes les deux, ni les événements terrifiants qui nous attendaient. Cette première journée avec Sarah semblait interminable. Je m'étais installée dans la chambre d'amis, juste en face de la sienne, pour être plus réactive en cas de besoin. Dès le matin, j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement. « Sarah, c'est l'heure de tes médicaments », ai-je annoncé en entrant dans sa chambre à 9 heures. Elle a sursauté violemment,
renversant presque son verre d'eau. Et tu m'as fait peur. Désolée, j'ai pourtant frappé, ai-je répondu, surprise par sa réaction excessive. Ses yeux scrutaient constamment la fenêtre, même lorsqu'elle me parlait. Ses mains tremblaient légèrement quand elle prenait ses comprimés. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress lié au départ de ses parents. Durant la journée, chaque bruit la faisait tressaillir, le craquement du parquet, le vent dans les arbres, le passage d'une voiture. À plusieurs reprises, je l'ai surprise en train de fixer intensément la fenêtre, son visage pâlissant à chaque ombre qui passait. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé vers midi, alors que je lui apportais son déjeuner. « Oui, oui. » a-t-elle murmuré, sans conviction. « C'est juste, non, rien. » Le soir est arrivé, apportant avec lui une tension palpable. Sarah devenait de plus en plus agitée à mesure que la lumière déclinait. Vers 22h, je suis entrée dans sa chambre pour sa dernière prise de médicaments de la journée. La pièce était faiblement éclairée par sa lampe de chevet. Sarah était assise dans son lit, raide comme une statue, ses yeux rivés sur la fenêtre. Quand j'ai commencé à vérifier les doses de ses médicaments, elle a brusquement attrapé mon bras. Sa main était glacée. « Marie !» a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. « Il faut que je te dise quelque chose. » Je me suis assise sur le bord de son lit, surprise par l'urgence dans sa voix. « Je t'écoute. »« Tu vas me prendre pour une folle » a-t-elle continué, sa main serrant toujours mon bras. Mes parents ne m'ont pas cru. Ils pensent que c'est à cause des médicaments ou du traumatisme de l'accident. Que se passe-t-il, Sarah ? Elle a jeté un nouveau coup d'œil nerveux vers la fenêtre avant de se pencher vers moi. Il y a quelqu'un qui m'observe. Toutes les nuits. Ça a commencé une semaine après l'accident. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine malgré moi. Tu en es sûre ? Au début, je pensais que c'était mon imagination, a-t-elle poursuivi, les larmes aux yeux. Mais je l'ai vue. Une silhouette. Elle se tient là, dans le jardin, et parfois. Sa voix s'est brisée. Parfois, je l'entends essayer d'ouvrir la fenêtre. Pourquoi tu n'en as pas parlé à la police ? Mes parents ont appelé une fois, a-t-elle expliqué avec amertume. Mais quand la police est arrivée, il n'y avait personne. Ils ont mis ça sur le compte du stress post-traumatique. Même le médecin a suggéré d'augmenter mes anxiolytiques. Je me suis levée pour examiner la fenêtre. Elle était bien verrouillée, et le jardin en contrebas semblait paisible sous la lumière des lampadaires. « Marie ?» La voix de Sarah tremblait. « Tu me crois, n'est-ce pas ?» J'ai hésité. En tant qu'infirmière, j'avais vu des patients traumatisés développer toutes sortes de paranoïa. Mais quelque chose dans la peur viscérale de Sarah semblait réel. « Je te crois », ai-je finalement répondu. « On va tirer ça au clair. » Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je me relevais régulièrement pour vérifier la chambre de Sarah. Vers 3h du matin, je l'ai entendue pleurer doucement. « Sarah » ai-je appelé en entrant dans sa chambre. Il était là, a-t-elle sangloté. Je l'ai vu. Il portait une veste sombre. Il est resté devant la fenêtre pendant au moins 10 minutes. J'ai allumé toutes les lumières du jardin et fait le tour de la maison. Rien. Mais en examinant le sol sous la fenêtre de Sarah, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang, des traces de pas dans la terre meuble du massif de fleurs. De retour dans sa chambre, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, je dormirai ici, sur le fauteuil. Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Quelque chose ne va pas, et je compte bien découvrir quoi. Le reste de la nuit s'est écoulé dans un silence tendu. Sarah a fini par s'endormir, épuisée par l'angoisse. Moi, je suis restée éveillée, les yeux fixés sur cette fenêtre qui semblait maintenant menaçante. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, qui pouvait bien terroriser ainsi ma belle-sœur ? Et surtout, pourquoi ? Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette nuit n'était que le début d'une série d'événements qui allaient révéler une vérité bien plus terrifiante que tout ce que nous pouvions imaginer. Les jours suivants, je suis devenue plus vigilante. J'observais chaque détail, chaque bruit suspect.
Mes années d'expérience en tant qu'infirmière de nuit m'avaient appris à rester alerte, mais cette situation était différente. Il ne s'agissait plus de patients à surveiller, mais d'une menace invisible qui nous guettait. Ce soir-là, le 3e depuis le départ de mes beaux-parents, je rangeais la chambre de Sarah pendant qu'elle somnolait. La routine des soins m'aidait à garder mon calme, malgré la tension grandissante. « Marie ?» Sarah s'est réveillée en sursaut. « Quelle heure est-il » ? Presque 22 heures, ai-je répondu en pliant une couverture. « Tu devrais essayer de dormir. » Non, pas encore. La nuit, c'est toujours pire la nuit. J'étais en train d'organiser ces médicaments quand cela s'est produit. Un mouvement rapide à la périphérie de ma vision. Une ombre qui a glissé furtivement devant la fenêtre du 2e étage. Sarah l'a vu aussi. Elle a agrippé ses draps, le visage livide. « Tu l'as vu ?» Mon cœur battait la chamade, mais je me suis efforcée de rester calme. « Oui. » Cette fois, je l'ai vu. Sans perdre une seconde, j'ai couru jusqu'à la fenêtre. Le jardin était plongé dans l'obscurité, mais j'ai cru apercevoir une silhouette qui disparaissait derrière les arbustes. « Je vais appeler la police », ai-je déclaré en sortant mon téléphone. « Attends !» Sarah m'a arrêté. « Il y a les caméras de sécurité. Papa les a installées après mon accident. On pourrait vérifier les enregistrements d'abord ?» J'avais complètement oublié le système de surveillance. Mon beau-père m'avait montré comment y accéder depuis l'ordinateur du bureau. « Je reviens tout de suite », ai-je dit à Sarah. « Ferme ta porte à clé. » Dans le bureau, j'ai allumé l'ordinateur avec des mains tremblantes. Le logiciel de surveillance était simple d'utilisation. J'ai commencé par vérifier les enregistrements de la soirée. « C'est impossible », ai-je murmuré. Les vidéos des dernières heures étaient manquantes. En fait, en remontant plus loin, j'ai découvert que presque toutes les séquences nocturnes des 3 derniers mois avaient été effacées. « Sarah », ai-je appelé à travers la porte. « Tu peux m'ouvrir ?» J'ai trouvé quelque chose. Elle a déverrouillé la porte, les yeux pleins d'appréhension. Je lui ai expliqué ma découverte. « Comment est-ce possible ?» a-t-elle demandé. « Qui pourrait avoir accès aux caméras ? Le système est connecté à Internet, ai-je réfléchi à voix haute. Quelqu'un pourrait y accéder à distance s'il avait les codes. Un silence pesant est tombé entre nous. L'implication était claire, ce n'était pas un rôdeur au hasard. C'était quelqu'un qui connaissait la maison, le système de sécurité, nos habitudes. « Sarah », ai-je commencé doucement, « est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une raison de te surveiller ?» Elle a détourné le regard, jouant nerveusement avec le bord de sa couverture. « Je ne sais pas. Il faut que tu me dises tout. La moindre information pourrait être importante. » Elle a pris une profonde inspiration. « Il y a peut-être... Lucas. Lucas ? Mon ex-petit ami. Il est médecin, réside à l'hôpital où j'ai été admise après l'accident. C'est lui qui m'a soignée au début. » Je me suis assise sur le bord du lit. « Pourquoi tu n'en as jamais parlé ?» Parce que j'avais peur de paraître paranoïaque. Il venait souvent me voir pendant ma convalescence, même quand ce n'était plus nécessaire. Il insistait pour vérifier mes progrès personnellement. Mes parents trouvaient ça attentionné, mais... Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder. Comme s'il était content de me voir dans cet état. Une fois, je l'ai surpris en train de modifier mes doses de médicaments sans en parler à personne. Mon instinct d'infirmière s'est réveillé. « Tu en as parlé à quelqu'un ?» Non. Peu après, j'ai demandé à changer de médecin. Il l'a très mal pris. C'est la dernière fois que je l'ai vu, officiellement. J'ai sorti mon téléphone. Cette fois, Sarah ne m'a pas arrêté. « Police, secours, j'écoute. » « Bonsoir, je voudrais signaler quelque chose d'inquiétant. » J'ai passé les 20 minutes suivantes à expliquer la situation, les observations nocturnes, les vidéos effacées, les soupçons concernant Lucas. La policière au bout du fil a pris l'affaire au sérieux, particulièrement quand j'ai mentionné qu'il s'agissait d'un médecin ayant potentiellement abusé de sa position. « Une patrouille arrive », a-t-elle annoncé. En attendant,
verrouiller toutes les issues et rester ensemble. Cette nuit-là, alors que nous attendions la police, Sarah m'a raconté toute l'histoire de sa relation avec Lucas. Plus elle parlait, plus je réalisais que nous n'avions peut-être vu que la partie émergée de l'iceberg. Les événements se sont précipités après l'appel à la police. 2 voitures de patrouille sont arrivées en silence, phares éteints. Les agents ont immédiatement pris la situation au sérieux, particulièrement quand ils ont découvert que le suspect était un médecin. « Madame », m'a dit l'inspectrice principale, une femme d'une 40aine d'années nommée Claire Dubois. « Nous allons mettre en place une surveillance discrète de la maison. » Dans les jours qui ont suivi, la police a mené une enquête minutieuse. Ils ont analysé le système de sécurité et découvert que quelqu'un avait effectivement accédé aux caméras à distance, utilisant un compte créé peu après l'accident de Sarah. Le compte a été créé depuis un ordinateur de l'hôpital, nous a expliqué l'inspectrice lors d'une de ses visites. Nous avons remonté la trace jusqu'au service où travaille le docteur Lucas Mercier. Sarah a pâli en entendant ce nom. Alors c'était vraiment lui. Les policiers ont installé leur propre caméra, indétectable et fonctionnant sur un système fermé. La tension était palpable dans la maison. Chaque nuit, je restais éveillée, guettant le moindre bruit suspect. Une semaine après le début de la surveillance, vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré doucement, le signal convenu avec la police. « Il est dans le jardin », a chuchoté l'inspectrice Dubois dans mon oreille. « Nos hommes sont en position. Restez calme et éloignés des fenêtres. » Sarah dormait grâce au somnifère. Je me suis assise près de son lit, le cœur battant, écoutant les bruits étouffés qui venaient de l'extérieur. Soudain, un grincement. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte-fenêtre du rez-de-chaussée. Tout s'est passé très vite. Des cris, des bruits de course, le son caractéristique des menottes qu'on referme. Puis le silence. « C'est terminé », a annoncé l'inspectrice en entrant dans la chambre. Nous l'avons. Lucas Mercier, 32 ans, avait été appréhendé alors qu'il tentait d'entrer dans la maison. Il portait des gants, un passe-partout, et dans son sac à dos, la police a trouvé des seringues et des médicaments. Mais le plus troublant restait à venir. Dans sa voiture, garée à quelques rues de là, les enquêteurs ont découvert un carnet. Son journal intime. L'inspectrice Dubois est revenue nous voir le lendemain, son visage grave trahissant la gravité de ce qu'elle avait à nous dire. Ce que nous avons trouvé. Elle a hésité. C'est plus grave que ce que nous pensions. Elle a ouvert un dossier et en a sorti des photocopies du journal. Les pages étaient couvertes d'une écriture nerveuse, obsessionnelle. Il suivait Sarah depuis des mois avant l'accident, a expliqué l'inspectrice. Mais ce qui est le plus inquiétant. Sarah a saisi ma main. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'accident, ce n'était pas un accident. Le silence qui a suivi cette révélation était assourdissant. J'ai senti la main de Sarah se crisper dans la mienne. Dans son journal, a poursuivi l'inspectrice, il détaille comment il a saboté les freins de votre voiture. Il écrit que c'était le seul moyen de vous garder près de lui. Il savait qu'en tant que médecin de garde ce soir-là, il serait le premier à vous prendre en charge. Sarah s'est mise à trembler violemment. Les souvenirs de cette nuit terrible lui revenaient, la perte de contrôle de sa voiture, la terreur, la douleur. Et puis le hasard qui avait fait que Lucas était de garde aux urgences. Il avait tout planifié, a continué l'inspectrice. L'accident devait être assez grave pour vous immobiliser, mais pas mortel. Il voulait que vous dépendiez de lui pendant votre convalescence. Les pages du journal révélaient l'esprit tordu d'un homme obsédé. Il décrivait comment il avait manipulé les doses de médicaments pour ralentir la guérison de Sarah, comment il avait créé ce compte secret pour accéder aux caméras, comment il passait ses nuits à l'observer. Quand vous avez demandé à changer de médecin, a expliqué l'inspectrice, son obsession est devenue encore plus forte. Il était convaincu que quelqu'un vous avait monté contre lui, point. La police a continué à fouiller son appartement. Ils y ont trouvé des photos de Sarah prises à son insu, des copies de ses ordonnances, même des enregistrements des caméras de surveillance qu'il avait effacées du système principal. Il va être inculpé pour tentative de meurtre, harcèlement, violation de domicile, et plusieurs autres chefs d'accusation, a conclu l'inspectrice. Avec les preuves que nous avons,
il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte. Sarah est restée silencieuse pendant tout l'entretien, mais quand l'inspectrice est partie, elle s'est effondrée dans mes bras. Comment ai-je pu être aussi aveugle, a-t-elle sangloté. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je rassuré. Il a manipulé tout le monde, même tes parents. C'était un prédateur qui a utilisé sa position de médecin pour t'atteindre. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit terrifiante. Je suis assise dans le jardin de mes beaux-parents, observant Sarah qui fait ses exercices de rééducation avec une détermination nouvelle. Le printemps est arrivé, effaçant les dernières traces de cet hiver cauchemardesque. Regarde, s'exclame Sarah en faisant quelques pas sans sa canne. Je progresse chaque jour. Son sourire est authentique maintenant, même si ses yeux gardent encore parfois cette ombre, ce rappel des événements passés. Le procès de Lucas est en cours, et chaque audience nous rappelle à quel point nous avons frôlé le pire. Et tu te souviens de la première audience, me demande Sarah en s'asseyant près de moi. Comment l'oublier? Lucas, menotté, dans son costume gris, qui tentait encore de justifier ses actes. Sa voix calme et professionnelle qui décrivait comment il avait agi par amour en sabotant les freins de la voiture. Je me souviens surtout de ton courage, je réponds. Tu n'as pas flanché une seule fois pendant ton témoignage. Elle prend ma main, un geste devenu naturel entre nous. C'est grâce à toi, tu sais. Si tu n'avais pas été là ces 2 semaines. Les séances de thérapie l'ont aidé à comprendre qu'elle n'était pas responsable de l'obsession de Lucas. La psychologue, Dr Lambert, a été d'un soutien précieux. Vous avez été victime d'un prédateur sophistiqué, avait expliqué Dr Lambert lors d'une séance. Il a utilisé sa position, ses connaissances médicales, et la vulnérabilité créée par l'accident pour exercer son contrôle. L'enquête a révélé que Lucas avait déjà eu des comportements similaires avec d'autres patientes dans son précédent hôpital. Des plaintes avaient été déposées, mais elles avaient été étouffées ou ignorées. Marie. La voix de Sarah me ramène au présent. Les parents rentrent de leur voyage en Grèce aujourd'hui. Celui qu'ils n'ont pas pu faire à cause de tout ça. Je souris. Mes beaux-parents avaient finalement reporté leur voyage, refusant de partir après avoir appris la vérité sur l'accident. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, ils ont enfin pu le faire, sachant Sarah en sécurité. Tu crois qu'ils vont remarquer les changements dans la maison, demande Sarah avec un petit rire. Nous avions profité de leur absence pour réaménager complètement sa chambre. Exit les rideaux sombres et l'ancien lit médicalisé. La pièce est maintenant lumineuse, accueillante, avec une nouvelle disposition qui ne permet plus de voir la fenêtre depuis le lit. Je pense surtout qu'ils vont remarquer les changements en toi, je réponds. Et c'est vrai. Sarah n'est plus la même personne qu'il y a 6 mois. La thérapie, la rééducation physique, et surtout la vérité sur son accident l'ont transformée. Elle a repris ses études de droit à distance, déterminée à devenir avocate spécialisée dans les cas de harcèlement médical. L'ordre de restriction est toujours en place, me rappelle-t-elle. Même s'il sort un jour, il ne pourra pas s'approcher de moi. Le jugement n'est pas encore tombé, mais avec toutes les preuves accumulées, Lucas risque une lourde peine. Son obsession méticuleusement documentée dans son journal, les preuves techniques de son infiltration dans le système de surveillance, les témoignages d'autres victimes qui se sont manifestées après son arrestation. Tout cela dessine le portrait d'un prédateur calculateur. Et tu sais ce qui est le plus étrange, réfléchit Sarah. Sans tout ça, on ne serait probablement jamais devenus proches. C'est vrai. Avant ces événements, nous étions à peine plus que des connaissances, liées uniquement par mon mariage avec son frère. Maintenant, tu es plus qu'une belle-sœur, je lui dis. Et tu es une amie. Une vraie. Les larmes aux yeux, elle me serre dans ses bras. La meilleure. Le bruit d'une voiture nous interrompt. Nos beaux-parents sont de retour, bronzés et souriants. En voyant Sarah debout dans le jardin, sans sa canne, ma belle-mère laisse échapper un cri de joie. Ma chérie. Tu marches. Les retrouvailles sont émouvantes. Sarah leur raconte ses progrès, ses projets d'études, sa nouvelle détermination. Je reste en retrait, observant cette famille qui a traversé l'impensable et en est sortie plus forte. Marie, m'appelle mon beau-père. Viens ici. Tu fais partie de cette famille,
plus que jamais. Ce soir-là, autour d'un dîner improvisé, nous écoutons les récits de leur voyage en Grèce. Mais je remarque que leurs regards reviennent sans cesse vers Sarah, comme pour s'assurer qu'elle est bien là, en sécurité, en train de guérir. Et elle guérit, pas à pas, jour après jour. L'ombre de Lucas s'estompe progressivement, remplacée par la lumière de nouveaux projets, de nouvelles amitiés, d'une nouvelle vie.